Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Hamidou Tembine. Hamidou Tembine est titulaire de master à l'école polytechnique, c'est en France. Il fait partie des 20 lauréats du Next Einstein Forum, un événement qui récompense les meilleurs espoirs de la recherche scientifique africaine. La deuxième édition s'est tenue du 26 au 28 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Après avoir obtenu un master en mathématiques appliquées et en économie à l'Aix, puis un PhD en informatique à l'Université d'Avignon, Hamidou Tembine dirige aujourd'hui le laboratoire d'apprentissage de la théorie des jeux de l'Université de New York. Monsieur Tembine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mathématicien, informaticien, vous êtes spécialiste de la théorie des jeux. Ça veut dire quoi la théorie des jeux? Merci Alessandre pour l'invitation. Alors la théorie des jeux, c'est l'étude des prises de décision interactives. Prise de décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs parties qui sont interdépendantes, qui doivent faire des choix, qui doivent décider. Et les décisions des uns dépendent des autres, c'est-à-dire que le résultat dépend des décisions de tout le monde. Et donc l'étude consiste à choisir, faire le bon choix, aider à faire le bon choix. Donc c'est ça la théorie des jeux, c'est l'étude de la prise de décision. Mais si on entend théorie des jeux ici au Sénégal, les gens ont l'habitude de voir les jeux ludiques, comme les enfants qui jouent à la piscine, des gens qui sont dans les trampolines, des gens qui jouent dans la rue, qui jouent au football. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose dans le sens où quand les enfants jouent, ils jouent entre eux ou ils jouent face à une machine. Et donc c'est deux parties ou trois parties ou plusieurs parties qui doivent faire des choix. Et donc le but c'est atteindre un certain objectif, vous gagnez quelque chose, etc. Donc c'est le même type de jeu. Et effectivement le jeu d'enfant c'est un jeu, mais aussi d'autres jeux beaucoup plus sérieux, disons, qui sont des décisions entre États, qui sont des stratégies, des décisions stratégiques à prendre en compte, notamment en finance, en économie, dans l'énergie, etc. Donc il s'agit de la même théorie, qui est la théorie des jeux. Pour un néophyte comme nous, quand on parle de théorie des jeux, prise de décision, il se demande à quoi ça sert en fait. C'est quoi la stratégie? Voilà, une stratégie, c'est quelque chose qui vous dit ce qu'il faut faire à chaque étape du déroulement du processus qui est le jeu. Donc à chaque étape du jeu, vous devez faire un choix et c'est l'ensemble de ces choix-là, de toute la boucle, c'est ça qui est une stratégie. Donc ça consiste c'est une dictée qui va vous dire à chaque étape, vous faites ceci, vous faites cela. Donc c'est ça une stratégie. Par exemple, quand deux États sont engagés dans un conflit, une stratégie consisterait à dire oui, comment je vais utiliser mes ressources, comment je vais utiliser mes militaires, etc. Donc à quel moment j'interviens, étudier l'ennemi, etc. Donc c'est ça une stratégie dans le cas des conflits militaires. Mais en finance, ça pourrait dire à quel moment j'achète, à quel moment je vends, quels sont les portefeuilles auxquels j'investis et quelles sont les manières d'investir, c'est-à-dire les partenaires avec qui je négocie, quel type de contrat auquel j'engage, etc. Oui, cette théorie des jeux, vous l'appliquez par exemple à l'agriculture. En quoi est-elle importante dans l'agriculture, par exemple dans nos pays du Sahel, qui sont confrontés à des problèmes de famine, confrontés à des problèmes de semences, confrontés à des problèmes de changement climatique? En quoi la théorie des jeux peut-être importante dans l'agriculture africaine? Oui, alors, la théorie des jeux, elle s'applique à plein de domaines. Donc nous, on a décidé de regarder en Afrique quels sont les grands domaines où on pourrait vraiment contribuer. Alors l'agriculture en fait partie, l'élevage en fait partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'agriculture et l'élevage, on arrive à nourrir une grande partie de nos populations. Notamment, il y a une grande démographie, donc l'agriculture et l'élevage jouent un rôle important. Alors la théorie des jeux intervient là-dedans, justement pour dire comment on va produire, comment on va optimiser nos productions, à quel moment je dois s'aimer pour que la production soit maximale, soit optimisée, soit meilleure, soit plus grande. Donc pour ça, nous on va aller étudier dans les champs, on va étudier les types de semences, etc. Et on va les optimiser au fur et à mesure de telle sorte que ça soit qui soit mieux adapté à notre environnement, au lieu de prendre des semences d'ailleurs et de venir tout de suite mettre chez nous sans étudier. On va les tester, on va faire plusieurs tests et on prend les solutions qui soient les mieux adaptées à la saison de chez nous, parce qu'en fait les saisons pluvieuses sont de moins en moins longues ou décalées, et donc ça fait qu'en fait souvent on fait de mauvaises récoltes, notamment dans le Sahel. En fait nos choix
que nous allons faire en termes de semences, en termes de la manière de semer, quel type de machine on met, quel type de produits on met, notamment les produits chimiques ou sans produits chimiques, les fumiers, etc., des trucs organiques, quel type de produit on doit mettre pour que en fait, la production soit optimale. Deuxième chose, c'est en fait la commercialisation et la transformation. C'est-à-dire que je produis beaucoup de mil, beaucoup de riz, très bien, mais après, si je mets sur le marché, il s'avère qu'en fait les gens préfèrent d'autres riz, d'autres mil qui viennent d'ailleurs que ce que moi j'ai produit. Et donc il y a ce souci-là dans le marché. Et donc on vient les expliquer que s'ils veulent commercialiser, il y a des manières de faire. Il faut aller étudier ce que le consommateur cherche et intégrer ça dans nos productions. Ce qui fait que petit à petit les gens commencent à comprendre. Troisième chose, il y a les cercles vicieux, c'est-à-dire que des petits producteurs qui vont produire assez de céréales, qui vont vendre juste après les récoltes, c'est-à-dire novembre-décembre, à un prix très très bas. 6 mois après, les mêmes qui ont produit partent acheter au marché pour manger, pour survivre. Les mêmes qui ont vendu. Et donc c'est un cercle vicieux où ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourtant, ce sont des producteurs. Ne serait-ce que des petits producteurs, mais ils sont des producteurs. Un agriculteur qui part acheter du mil ou du riz pour pouvoir se nourrir 6 mois après qu'il ait vendu. Vous voyez la situation dans laquelle il se trouve. Donc là, la théorie des jeux intervient pour dire on va casser ce cercle vicieux. Et donc, il y a plusieurs techniques pour casser, notamment faire un tout petit peu de réserve. Quand je vends, je garde un peu de côté pour que quand la période de soudure arrive, j'arrive à utiliser. C'est quand même dommage qu'en tant que producteur qui vend, il m'arrive d'acheter pour pouvoir survivre. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, ce sont des techniques comme ça qu'on utilise pour casser. Est-ce que justement cette façon de faire de travail a été intégrée par les gouvernements africains, le Sénégal, le Mali, entre autres, d'où vous êtes originaire, pour justement gérer ces situations qui peuvent être fâcheuses pour le gouvernement? Alors, selon les gouvernements, ce n'est pas toujours les mêmes stratégies. Donc nous discutons avec les différents acteurs et ce n'est pas les mêmes stratégies qui sont utilisées pour des raisons notamment politiques, etc. Parce que les agriculteurs, disons qu'ils occupent un espace de vote, mais ce n'est pas très très élevé selon les pays. Donc du coup, quand vous voyez que ce n'est pas leur grain électoral, ils ont plutôt envie de se concentrer sur là où il y a leur grain électoral. C'est là-bas que les gouvernements vont. Donc, et ils veulent être réélus. Il faut pas tout mélanger. Ils veulent être réélus. Donc, ils vont là où il y a les électeurs. Et du coup, les agriculteurs, en fait, c'est un petit réseau d'électeurs. Donc, ça les intéresse un peu moins. Par contre, on peut les expliquer les stratégies. Donc, on est reçu dans les différents ministères. On les dit, s'ils veulent que, en fait, les gens arrivent à bien se nourrir, s'ils veulent qu'on augmente la sécurité alimentaire, qu'on ait plus de sécurité alimentaire, il y a des stratégies à suivre et donc il faut aller discuter avec les acteurs, est-ce qu'ils peuvent mettre telle ou telle stratégie en place. Et donc ça c'est en cours. Selon les gouvernements, ce n'est pas les mêmes stratégies qui sont utilisées, malheureusement. Mais on ne s'attend pas à ce que la stratégie soit uniforme partout non plus. Parce qu'en fait, il y a des contextes socio-économiques qu'il faut intégrer. Ça fait qu'en fait, ce n'est pas forcément la même partout qui sont optimales. C'est dépendant en fait du contexte dans lequel on se trouve. Donc, mais l'agriculture au sens large, c'est là où il y a vraiment la sortie, l'autonomisation de l'Afrique. Nous pensons que ça passera vraiment par l'agriculture. Oui, mais justement parce que nous sommes dans un continent où tout est prioritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers votre théorie des jeux, c'est un outil qui peut aider le gouvernement à savoir sur quel secteur il faut investir plus, quel est le secteur sur lequel il faut faire moins d'investissement et dans la prospective, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors côté prévision, donc l'agriculture est toujours en tête. Ça a été toujours en tête. Dans tous les instituts, quand on classe, ils disent l'agriculture en Afrique, ça arrive en tête. Sauf que nous, souvent, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la prospection. Vous êtes dans le concret. Voilà, ça fait qu'en fait les gouvernements ont plutôt envie de dire oui, j'ai découvert telle ressource ici et là et je saute sur ça plutôt qu'investir sur un truc long terme. Donc c'est dommage, mais en fait on n'est pas très côté planning, côté planification en Afrique, on n'est pas très bon là-dessus. On n'est pas bon dans la planification. On est dans le quotidien, c'est-à-dire vivre au jour le jour. Et donc ça fait qu'en fait dès que je découvre une ressource du genre de l'or ou je sais pas des secteurs miniers, je plonge là-dedans, j'investis tout là-dedans et j'amène de gros contrats, etc. Et j'oublie le fait qu'en fait c'est l'agriculture qui nourrit nos enfants. C'est l'agriculture et rien que l'agriculture qui nourrit nos enfants. Dès que vous sortez de la capitale, vous vous rendez compte que les gens, ils n'ont jamais eu de subventions, ils n'ont jamais eu d'argent du gouvernement. Ils vivent de l'agriculture et de l'élevage. Donc ça fait qu'en fait 80% de la population vit de l'agriculture parce qu'en ville, on nous nourrit en ville grâce à l'agriculture aussi. Justement, est-ce que dans le monde rural, justement, l'outil que vous avez est un outil de planification important pour les paysans? Alors les paysans, donc nous allons, nous les rencontrons, nous discutons avec eux.
nous devons d'abord apprendre comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que les 5 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et on est plutôt dans la phase d'apprentissage. Donc il y a juste 2 ans où on a testé un peu les techniques que nous on fait. Donc ils testent, ils reviennent nous dire oui, mais on a testé ça, ça a donné ça, etc. Donc on est plutôt dans la phase d'apprentissage. Donc d'année en année, ça s'améliore. Donc il y en a qui reviennent avec un engouement positif pour dire oui, j'ai testé ça, j'aurais dû faire ça depuis longtemps, etc. Donc ils sont contents. D'autres qui disent oui, mais j'ai fait ce que vous avez demandé, mais il n'y a pas eu de pluie. Alors là, nos prévisions, elles sont bonnes, mais sans pluie, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc il y a les pour et les contre, mais les tests sont en cours, l'apprentissage est en cours. Oui, j'ai constaté aujourd'hui ce que vous faites aujourd'hui, et c'est un outil, comme vous l'avez dit, très, très important pour les paysans. Vous avez aussi parlé de la question de la transformation. En quoi l'outil, la technologie peut aider à la transformation des produits en Afrique? Parce qu'on a constaté que la plupart des produits sur le continent sont recueillis, bruts et exportés, et qui reviennent manufacturés. C'est vrai, la transformation, c'est la clé et c'est ça qui manque le plus au secteur agricole. Donc ils produisent énormément, ils produisent tous en même temps et ça arrive au marché en même temps. C'est-à-dire que les pommes de terre, par exemple, ils font en pagaille, ça arrive au marché en même temps et les prix, c'est 4 fois moins cher par rapport au prix du marché habituel. Parce qu'après, ils ne transforment pas. Donc 3 semaines après ou 1 mois après, quand on revient au marché, on voit qu'il n'y a plus de pommes de terre ou alors c'est complètement pourri. Donc ça, c'est un problème, donc problème de transformation. Le souci, c'est que pour transformer, il faut tout un tas de mécanismes, donc notamment des machines, hein, il faut la conservation, etc. Donc on n'a pas ça en place. Et la plupart du temps, quand on a quelque chose pour conserver, c'est plutôt un dépotoir et il n'y a pas la chaîne. Donc il y a une chaîne manquante là-dedans, c'est la transformation. Il y a très peu d'investisseurs dans la transformation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la transformation, ça nécessite des machines super lourdes, souvent très coûteuses, et aussi souvent des licences et des autorisations. Donc c'est plutôt l'étape intermédiaire entre le secteur agricole basique et l'industrie agricole. Donc nous, on n'est pas du côté industriel encore et donc ça fait qu'en fait, on n'arrive pas à passer ces caps-là. Donc très peu de gens veulent aller dans la transformation, ils veulent juste vendre et passer. Donc c'est ça qui bloque. Les outils que nous proposons, c'est de faire des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que si je fais du séchage par exemple, donc au lieu de faire, je sais pas, des chips à partir de la pomme de terre, je vais commencer à faire juste des pommes de terre séchées, à ma manière. C'est-à-dire que je mets le feu et je sèche à ma manière. Donc ça, c'est une étape intermédiaire. C'est déjà pas mal parce que les pommes de terre séchées, je peux les plonger après dans une sauce et après, j'ai ma sauce aux pommes de terre. Donc je peux quand même faire quelque chose avec ça, même si je n'ai pas de chips, etc. Donc c'est comment utiliser les produits sur le long terme en utilisant des techniques de conservation par la chaleur. Parce qu'en fait, par le froid. Mais ici à Dakar, on a constaté, quand vous êtes venu ici, vous avez rencontré les paysans, vous êtes dans les forats avec un drone qui a filmé un peu les forats en bas. C'est quoi le but de tout ça? Alors, le but, en fait, c'est qu'on aille dans les champs. On va regarder l'environnement, c'est-à-dire là où il y a les semences, comment ça grandit, etc. Comment c'est semé, comment c'est labouré, comment ils utilisent les pesticides, enfin, s'il y a des produits chimiques utilisés. Donc on va survoler en drone, on va mesurer tout ça, tous les éléments chimiques, donc côté pollution, côté air, etc. On analyse tout ça. Et après on va revenir, dans les restaurants en ville, on veut que tout ce qu'on mange en ville, qu'on sache qui a semé, qui a labouré, qui a transporté, qui a cuisiné. Donc sur nos assiettes, quand on est devant nos assiettes, on veut savoir qu'est-ce qu'on mange. Et si je suis content du produit sur mon assiette, je peux directement contacter l'agriculteur qui a fait ce travail-là. Et donc je peux directement, si j'ai envie de lui donner 500 francs, 1000 francs, je donne directement à l'agriculteur plutôt que de dépenser mon argent au marché sans savoir qu'est-ce que je mange. Donc c'est ça l'idée progressive. Donc on suit un certain nombre de champs et un certain nombre de restaurants pour l'instant. Ce n'est pas tous les restaurants, on n'a pas les moyens de suivre tous les restaurants en même temps. Donc on a désigné un certain nombre de restaurants qui tracent de la source jusqu'à l'assiette tout ce qu'ils proposent aux consommateurs. Donc ça c'est côté agriculture et la compagnie s'appelle Guinaga. Donc l'idée de Guinaga c'est de développer ça à travers toute la sous-région ici. Et vous êtes à Dakar, vous savez Dakar c'est une capitale très embouteillée, il y a des problèmes de circulation, d'embouteillage, le trafic d'automobiles. Votre théorie de jeu s'occupe aussi du trafic d'automobiles. En quoi consiste-t-il? En quoi est-il important de gérer le trafic automobile avec vos outils? Oui, alors, donc avant, on a étudié beaucoup de villes
On a étudié à Dubaï, on a étudié à New York. Donc, qui parle d'embouteillage à New York, ça rappelle. On a des données sur Los Angeles, qui est la deuxième ville où il y a beaucoup d'embouteillages. On a étudié à Shanghai, où les files d'attente font genre 4 heures. Et on a étudié à Pékin, etc. Donc, en fait, on s'est dit que les mêmes problèmes d'embouteillage existent partout dans les grandes villes. Donc, si on vient à Dakar, ben, on va mesurer en drone le trafic. Ça va compter le nombre de véhicules par heure sur la route à péage à grande vitesse et sur la nationale. Donc des deux côtés on mesure. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'embouteillages sur les côtés. Mais après, quand on prend la route rapide à péage, dès qu'on sort, on se retrouve aussi dans l'embouteillage, dans le même rond-point, etc. J'ai testé les deux. Et donc du coup, le problème d'embouteillage n'est pas vraiment résolu en faisant cette séparation-là. Donc l'idée, c'est de dire, oui, quels sont les types de conceptions qu'on doit faire, quelle est la manière de faire les routes en amont. Donc avant de développer une ville, on doit faire une planification de ces routes-là, de telle sorte que si la population atteint 4 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, quels seraient les trafics qu'on aurait à faire. Donc, c'est une anticipation qu'on propose. Mais maintenant, si le problème est déjà là, quelles sont les nouvelles routes à faire ou quelles sont les routes à fermer si c'est dans les centres-villes. Donc, il y a des passages, il y a des endroits c'est uniquement piéton, il y a des endroits c'est uniquement à moto, il y a des endroits c'est un seul sens, etc. Quels sont les endroits où on doit faire ça pour que le trafic soit le plus fluide possible? Justement, en ayant observé les embouteillages à Dakar, votre outil a donné quoi comme planification? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dakar soit moins embouteillé? Est-ce qu'il faut diminuer le nombre de véhicules à Dakar? Est-ce qu'il faut privilégier le transport collectif, le tramway ou bien le TR, le BRT? Est-ce que c'est des outils qui peuvent participer à diminuer l'embouteillage? Parce qu'on sait qu'en Afrique, chaque Africain qui réussit va acheter une voiture, montrer qu'il a réussi. La conception du véhicule est différente de la conception de l'occidental par rapport au véhicule. Oui, alors, il y en a clairement dans la ville qui n'ont pas besoin de voiture. C'est très évident. et qui ne partagent pas leur véhicule, qui se trouvent à 2, à 3. D'autres se trouvent à 20 dans une place de 14. Donc, c'est disproportionné. Ce que la théorie des jeux permet, en fait, c'est de dire que tout ça, vous les mettez ensemble, ça va cuisiner, ça va chercher les bonnes stratégies, et ça va vous dire, oui, vous réduisez ici un peu et vous agrandissez là. C'est-à-dire que si le nombre de voitures augmente, il va vous dire de faire plus de routes, évidemment, mais à quel endroit faudrait-il les faire? Parce qu'en fait, faire plus de routes ne résout pas forcément le problème si c'est au mauvais endroit. C'est-à-dire que là où il y a le rond-point, par exemple, où tout le monde sort, vous augmentez le nombre de routes pour faire quoi? C'est déjà un rond-point, ça tourne. Donc là, vous voyez, il y a des endroits où il faut mettre ces routes-là. Donc comment utiliser de manière optimale les ressources qu'on a déjà? Donc certains font le transport public, d'autres font le transport privé. Il y a des routes qu'il faut construire. À quel endroit faudrait-il les faire? Il y a des ponts qu'il faut faire. À quel endroit faudrait-il les faire? Il y a des ronds-points qu'il faut faire. Il y a des échangeurs qu'il faut faire. Mais à quel endroit pour que le trafic soit fluide? C'est-à-dire que quand je sors de ces intersections, je ne retrouve pas coincé dans un autre trafic, autre embouteillage. Ici, ce qu'on remarque, c'est que je quitte un embouteillage, je fuis là-bas, mais je retrouve l'embouteillage déplacé. Donc du coup, je déplace le problème sans résoudre le problème. Donc l'idée de la théorie des jeux, c'est de dire, anticipons ça, regardons ça, parce qu'on sait que ça va se passer comme ça. On sait que les gens qui quittent ici, ils habitent par là ou ils travaillent par là. Donc du coup, si j'habite là et que je travaille là, je passe quelque part. Soit les transports en commun, soit les taxis, les motos, etc. Donc tout ça, c'est analysé ensemble. On ne peut pas tout de suite dire oui, plus de mototaxis ou moins de mototaxis, parce que ça dépend du trafic en cours, en fait, et du contexte. Mais évidemment, à Dakar, aujourd'hui, si on prend l'exemple, Dakar, c'est infernal, les embouteillages à Dakar. Les gens perdent beaucoup d'heures dans les véhicules. Et ensuite, il y a même des problèmes de santé que ça pose, avec la pollution et tout, les pots d'échappement. Est-ce qu'il y a votre outil permet aujourd'hui de rationaliser, de trouver la solution par rapport aux embouteillages à Dakar? Alors, trouver la solution, non. Voilà, donc il y a plusieurs alternatives que l'outil va analyser. Nous, on fait le couplage entre l'embouteillage et la pollution. Et ça, c'est une première mondiale, c'est vraiment une nouveauté. C'est-à-dire qu'on couple avec nos appareils, on mesure la pollution, on mesure la poussière, ce qui est une nouveauté. Donc je sillonne la ville, là je suis en train de mesurer la poussière tout au long du trajet. Et donc cette poussière-là, s'il y a des personnes
qui ont des maladies cardiovasculaires, etc. Donc les endroits où il y a trop de poussière, ben, il faut une protection, soit des masques, soit des vitres pour les voitures. Mais ceux qui sont en moto, ben, s'ils n'ont pas de masque, il faut qu'ils restent le moins de temps possible dans ces endroits. Donc on couple ces deux et après on va dire oui, la route optimale pour tel type d'individu, c'est tel chemin, qui n'est pas le même que pour quelqu'un qui a des protections. En fait, si la personne dispose de l'outil que vous avez, elle peut savoir quels sont les lieux qu'elle doit fréquenter ou pas, si elle est malade. Exactement, si la personne est malade. Et maintenant, en fonction de l'embouteillage, mais aussi en fonction de la pollution que les médecins, son médecin lui recommande d'éviter tel ou tel type de pollution. Il y en a qui ont des maladies, les médecins leur disent ben, évite tel produit, ces produits chimiques. Donc si nous on les mesure à tel endroit, on va mettre rouge là-bas, donc lui il doit éviter cet endroit. Et donc du coup la route qu'on va chercher aussi à éviter cet endroit. Donc ça fait que c'est adapté à la personne qui conduit. Donc si vous avez votre voiture, il vous dira que votre route optimale à vous, compte tenu de votre situation de santé, etc., ben c'est tel chemin, alors que telle autre personne c'est tel autre chemin. Donc ce qui fait que c'est mieux adapté si vous voulez, à l'individu, aux recommandations du médecin, etc. Donc ça c'est une étude en cours qu'on fait. On en a fait à Bamako, on a fait à Ouagadougou, maintenant on fait à Dakar. Donc c'est vraiment ça la nouveauté. Alors après, ça ne résout pas le problème de l'embouteillage, cette partie-là. Ça tient compte de la santé. Alors la partie embouteillage, pour décongestionner, donc pour désembouteiller les endroits, donc il y a des fermetures de routes que les gens font. Il y a aussi des nouvelles routes que les gens font. Maintenant, ici, il y a moins en moins de nouvelles routes parce que la ville elle est déjà assise. Donc c'est plutôt sur la route là-bas, Djamnadio, c'est par là-bas qu'il faut faire les nouvelles routes. Mais là où ce que les gens font ici, c'est le type de transport, mais aussi les fermetures et les ouvertures de routes. Bon, il y a les échangeurs, j'ai vu qu'il y a pas mal d'échangeurs qui ont été faits. Il y a aussi la planification des financements des biens publics ou encore la gestion de délestage en électricité. Oui, l'électricité c'est un autre souci et nous avons travaillé pendant 5 ans sur l'électricité, donc les coupures d'électricité, comment gérer. Alors l'Afrique c'est un des derniers continents au monde en matière d'électricité. Il y a beaucoup de soucis d'électricité en Asie, notamment en Inde. Bon, la taille de l'Inde en termes de population, c'est comme l'Afrique, enfin, 1 milliard 200 à 300 millions. Donc c'est à peu près pareil. Ils ont des soucis d'électricité, ils font face à la mer. Ici aussi, on a la mer. Donc eux, ils utilisent des techniques, par exemple, de la mer, transformation des algues en énergie, etc. Donc des projets alternatifs comme ça. Nous, on en a peu. On a le soleil ici. Eux, ils ont le soleil, mais c'est moins ensoleillé en termes de luminosité, de radiation. Chez nous, c'est presque toute l'année, je veux dire. On a ça. On s'en sert moins. Et donc, du coup, ce qu'on produit par rapport à la démographie ne suffit pas pour servir la ville. Donc, du coup, dans les villes comme Bamako, par exemple, que je connais mieux, il y a des coupures d'électricité, mais à gogo. Donc, les solutions que les gens ont adoptées, quand on produit moins, quand on ne produit même pas les quarts de ce que la population a besoin, eh bien, ce sont des solutions alternatives du genre des rotations. Donc c'est ce qui a été appliqué en Inde pendant des années. Et les rotations, c'est quoi? C'est-à-dire un secteur, puis un autre secteur, puis un autre secteur. Chez nous, on a eu du mal à appliquer ça ici, cette solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un ministre qui habite là, un autre habite là, un autre habite là. Bon, alors, je ne peux pas couper les secteurs des gens prioritaires. Donc ça fait qu'ils n'arrivent pas à utiliser cette technique. Alors qu'en Inde, ils font ça. Si c'est un quartier où il y a des gens importants qui habitent, eh bien, si c'est à couper, ils coupent. S'ils ont besoin de régler des problèmes énergétiques, eh bien, ils utilisent, je ne sais pas, des moteurs, enfin, d'autres alternatives qui se démerdent. C'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire que c'est l'égalité, équité. C'est des solutions d'équité que la théorie des jeux proposait. Ça a marché pendant des années et jusqu'à il y a 2 ans, ils utilisaient la même solution proposée par la théorie des jeux parce que c'est une solution d'équité. Par contre, ici, si on veut ça, il faut déjà qu'on pense déjà à l'équité comme solution. Et l'équité n'est pas forcément acceptée dans notre société, donc il va falloir travailler sur ça, le comportement. Voilà. Est-ce qu'on veut être égalitaire face au service service donné qui est l'électricité? Ensuite, il faut aller régler le problème, c'est-à-dire qu'il faut produire plus. Donc faire plus de solaire, des solutions alternatives qui vont combler les vides.
pendant la période de soudure, c'est-à-dire la période où il y a le plus de délestage, c'est cette période-là où il faut faire beaucoup plus de production solaire pour compenser. Et après, bon, ils arrivent à se débrouiller un peu. Par exemple, là, en ce moment, ça va mieux. Mais quand le mois de mars, avril, mai, juin, donc il y a beaucoup de chaleur, donc tout le monde utilise la climatisation. Et donc ça fait qu'ils n'arrivent pas à produire assez. Ils vont utiliser de l'essence, du gasoil, etc. pour pouvoir compenser. Ça n'a aucun sens. Je gaspille plus d'argent pour pouvoir produire de l'électricité qui est censée coûter moins cher aux consommateurs. Et justement, est-ce que ces outils que vous avez mis en place, les gouvernements africains sont conscients de l'importance qu'ils ont dans la planification? Alors les gouvernements, c'est pas si sûr que ça, parce que dans la majorité des pays où on travaille, c'est instable, disons. C'est-à-dire qu'on démarre avec un interlocuteur qui est sympathique, qui est super, voilà, qui voit l'importance du truc, et après lui, il est changé pour une raison ou l'autre, qui ne dépend pas de nous. Donc du coup, c'est un autre interlocuteur, lui, on reprend à zéro avec lui, et ensuite c'est un troisième interlocuteur, et après ben, les dossiers traînent, et ben, chacun va à ses occupations, et ça fait qu'en fait, on a vraiment du mal à communiquer avec ça. Mais on ne doit pas abandonner. Mais est-ce qu'ils comprennent les enjeux réels? Il y en a qui comprennent les enjeux, donc ce qui est bon signe, mais d'autres un peu moins, parce qu'on n'a pas tous les mêmes formations, on n'a pas tous la même vision, c'est ce qui est normal, nous on accepte ça. Dans la théorie des jeux, on intègre le fait que d'autres peuvent avoir des perceptions différentes. C'est ça l'avantage de la théorie, c'est qu'on peut avoir sa propre perception qui n'est pas la même, et donc on ne veut pas... Vous les adaptez, cette perception? Exactement, on dit, mais là en face de nous, il y a quelqu'un qui a une autre perception, alors présentez-lui tel concept qui soit mieux adapté à sa situation. Donc du coup, on change un peu les stratégies, on se dit, bon, ok, la stratégie que le peuple attend reste la même, mais la manière de s'adresser aux gens qui eux changent, eh n'est pas la même. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est grâce aux mathématiques que vous arrivez à le faire. Aujourd'hui, en Afrique, on a un gros problème par rapport justement aux sciences. Oui, alors la science aujourd'hui, disons qu'il faut être clair, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas les financiers parce qu'ils vont mettre leur argent dans des choses qui leur rapportent tout de suite quelque chose. C'est-à-dire je vais être milliardaire tout de suite en une seconde. Je ne veux pas attendre que dans 2 siècles, telle découverte aurait permis de quelque chose d'hypothétique. Donc ça ne les intéresse pas. Et quand vous enlevez les finances, quand vous enlevez les fonds, eh bien tout le monde disparaît parce que les gens doivent vivre. Donc ce qui fait qu'en fait ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas les jeunes qui arrivent parce qu'ils se disent ben, mieux vaut aller faire, je ne sais pas, un MBA et rentrer dans une banque, etc. Donc ça n'intéresse pas les jeunes. Donc du coup, en fait, les mathématiques sont délaissées. Et vous jeunes, venus d'un village malien à 350 km de Bamako vers Banyangara, votre itinéraire, comment c'est venu tout ça? Oui, alors moi j'ai eu la chance, pour la science. Voilà, j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des gens vraiment formidables. Je veux témoigner à votre micro ici que heureusement qu'il y a des gens fantastiques comme ça qu'on peut croiser dans son parcours, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aiguiller, alors même qu'eux-mêmes n'ont pas eu ces expériences. C'est-à-dire que conseiller quelqu'un sur un sujet dont nous-mêmes on n'a pas eu l'expérience, c'est très difficile. Pourtant, ils m'ont dit oui, faites ça, etc. Et ça a bien fonctionné jusqu'à un certain niveau. Ça a bien fonctionné et ça, je les en remercie. C'est grâce à eux, grâce à ces gens formidables que j'ai pu avoir cette chance aujourd'hui. Et donc, du coup, je reviens les voir de temps en temps pour dire oui, vous avez suggéré ça même par hasard, mais ça a fonctionné, je dois les reconnaître. Voilà. Donc, je suis content et je les en remercie. Je suis vraiment reconnaissant. Voilà. Merci infiniment, Hamidou Tembine. Je vous rappelle que vous êtes titulaire de master à l'école polytechnique, c'est en France. Vous avez fait des parties des 20 lauréats du Next Einstein Forum qui s'est déroulé à Kigali en 2008 et que vous êtes aussi aujourd'hui PhD en informatique de l'Université d'Avignon. Vous dirigez le laboratoire d'apprentissage des théories des jeux de l'Université de New York, que nous parlons avec vous de la théorie des jeux, en quoi elle est importante dans le développement de l'Afrique et dans la planification de nos pays. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à tous les techniciens qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.